Bonjour à tous, je me présente Mathieu Luizet, je suis en charge des services d'amélioration pour l'APAX, qui sont tous les services pour aider le secteur des soins de santé que l'APAX met à disposition, que ce soit des formations, de l'aide sur le terrain ou de l'encadrement. Je suis à l'APAX depuis le début, donc depuis sa création il y a maintenant 6 ans. Et on évolue au fur et à mesure au niveau de l'APAX, pour ceux qui ne connaissent pas encore suffisamment. Et on rencontre énormément d'experts. Et donc l'idée des PAX Talk, c'est véritablement de mettre à disposition l'ensemble de ces experts rencontrés, de ces orateurs, de ces personnes ressources pendant des moments d'échange en vidéoconférence. Alors d'une durée d'1 heure maximum. Ces PAX Talks vont vous offrir la possibilité vraiment de profiter de cette expertise. Ces discussions virtuelles seront ensuite disponibles sur notre chaîne YouTube. Et donc, l'idée initiale de ces PAX Talks, c'est vraiment de présenter les dernières avancées, les réflexions les plus récentes, les plus pertinentes pour nos soins de santé. Alors, aujourd'hui, on a cette première session, donc, et l'idée, c'est de creuser un peu l'innovation frugale, l'ouverture de la Belgique à cette intégration de l'innovation frugale plutôt étrangère dans les soins de santé. Et nous allons vous présenter, enfin surtout Ercout et puis Alexis vont vous présenter leur travail, une recherche sur l'ouverture des soins de santé belges à l'innovation et le rôle des entrepreneurs dans la diffusion et plus particulier dans la diffusion lors de ce contexte de crise coronavirus. Alors ici, c'est un travail qui a été fait dans le cadre d'un mémoire à la Louvain School of Management qui vient d'être présenté et dont on va vous faire bénéficier. Alors pour ça, nous accueillons Erkut et Alexis qui vont nous présenter leur travail et à qui je vais donc céder la parole. Alors au niveau technique juste, ne vous tracassez pas, je vais mettre en muet les micros des participants pour qu'on puisse vraiment bénéficier de la présentation. N'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions dans l'onglet Converser de Zoom. On essaiera de suivre au fur et à mesure et à la fin de la présentation, nous aurons un temps de parole justement où on pourra poser des questions en direct et surtout rebondir sur les questions que vous auriez posées dans l'onglet Converser. Je vais donc laisser maintenant la parole à nos deux orateurs et je tiens vraiment à les remercier au nom de l'APAX de prendre le temps de nous présenter leur travail sur l'innovation frugale. Voilà, c'est à vous. Personnellement, moi, je tiens à vous remercier d'abord pour l'aide que vous nous avez apportée lors de ce mémoire et je tiens à remercier les participants de vous intéresser à un sujet si fascinant qui, au final, ne semble pas être si populaire en Belgique et nous espérons justement avec Alexis qu'il y aura, qu'à l'avenir, ce sujet sera mieux exploité. Donc, je me permets de me présenter rapidement aussi avant de lancer les présentations. Donc, je m'appelle Ercout, comme Monsieur Luizet l'a précisé. Nous avons réalisé notre mémoire avec Alexis récemment. On l'a rendu fin août afin d'être diplômé. Et donc, je vais commencer à travailler chez KPMG en janvier au Luxembourg. Et en attendant, donc, je passe le temps comme je peux pendant ce confinement. Et j'invite Alexis à se présenter. Voilà. Donc, effectivement, Alexis, je pense que le parcours est assez similaire. Vous le verrez sur le slide. Je pense que tu peux mettre la présentation. Donc, on a un parcours assez similaire. Ce qui nous a amené à faire ce sujet, et moi plus particulièrement, ça a été le terrain durant mon échange en Inde, où j'ai pu voir la manière dont les personnes en fait innovaient là-bas, qui a interpellé. Et Ercout a amené le concept théorique de l'innovation frugale. On a fait ensuite un stage ensemble en Malaisie, où en fait, on a fait la connexion entre que j'ai pu voir et maintenant qu'on a rendu ce mémoire avec succès, je suis analyste à Deloitte Digital où je fais des transformations innovatives. Donc voilà, je rends la parole à Ercout pour la suite de la présentation sur le travail. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le partage d'écran. Tout se passe bien? Ça fonctionne bien, c'est en ordre. Parfait. Donc, voilà, ça c'est le titre de notre mémoire, la réceptivité de la Belgique à intégrer les innovations frugales étrangères dans son système de santé. Et donc, comme Alexis le disait, on a fait un petit slide pour nous présenter très rapidement. Et
comme il le disait, en fait, on a un parcours assez similaire dans le sens où, à part l'échange que nous avons réalisé dans des universités assez différentes, nous avons eu le même stage et nous allons également travailler dans des cabinets de Big Four dans l'avenir. Et donc, à l'agenda, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est tout d'abord les théories sur l'innovation, ainsi que les théories sur l'innovation frugale et la reverse innovation, donc les sujets principaux de notre mémoire. Ensuite, nous allons rapidement voir la méthodologie de notre recherche. Par la suite, Alexis vous présentera les résultats, la discussion ainsi qu'une petite conclusion afin de vous expliquer ce que nous avons trouvé et comment est-ce qu'on peut améliorer justement notre système de santé en Belgique à travers les innovations frugales. Donc l'innovation, tout simplement pour commencer notre mémoire, nous sommes d'abord intéressés à l'innovation en général et nous devons dû étudier l'évolution des théories sur l'innovation donc à travers le temps. Étymologiquement, innovation vient du mot innovare en latin qui signifie donc renouveler, revenir à. Et nous avons pu nous rendre compte à travers nos recherches qu'il y a une multitude de perspectives et de définitions concernant justement ce qu'est l'innovation. Et donc, cela a conduit justement les auteurs à une sorte de chevauchement entre les paradigmes et certains concepts qui sont très similaires, mais qui en fait ne le sont pas, etc. Bref. Pour nous simplifier la tâche, nous sommes basés sur la définition d'innovation du manuel d'Oslo. Donc, la définition est sur le slide, comme vous pouvez le voir. Et nous sommes surtout intéressés aux approches de l'innovation. Donc, on s'est focalisé sur 4 approches qui sont très différentes que je vais vous détailler. Donc, la première, c'est Innovation as an Output, as a Process, as a Mindset, et pour finir, as a Policy. Donc, passons rapidement à l'Innovation as an Output. Donc, en gros, ça, c'est une approche qui se focalise justement sur l'innovation en tant que le résultat d'une activité. Donc, c'est quelque chose de très tangible où on s'intéresse justement au résultat d'une activité, où on essaye d'avoir un produit ou un service qui comment dire, perturbe le marché en quelque sorte. Il y a des théories très populaires en fait qui en découlent de cette approche, notamment la créativité destructrice, bref, de Joseph Schumpeter, qui a également en fait posé la base dans la distinction entre innovation radicale et innovation incrémentale. Innovation radicale, donc, qui est le remplacement d'un produit, tandis qu'innovation incrémentale, c'est une innovation qui améliore, disons, l'innovation qui est déjà en place. Voilà. Il y a 4 variantes que je vais vous citer en fait dans cette approche. La première, c'est Product Innovation. Donc, comme exemple, pour que vous ayez un petit peu une image de ce que cela représente, j'ai le Product Innovation. Et le Product Innovation, en fait, j'ai pris comme exemple le Bitcoin. Et le Bitcoin, comme vous le savez, c'est une monnaie virtuelle qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années, de ce que je crois. Ce qu'ils ont fait, c'est simplement donc créer un produit et rentrer sur un marché qui était relativement inexistant. Et c'est quelque chose de très connu là actuellement, comme vous le savez. Ensuite, il y a le Process Innovation. Donc, comme exemple, j'ai pris Nespresso. Vous connaissez tous Nespresso. Donc, ce sont des petits cafés. Et ce qu'ils ont innové, en fait, c'est la manière dont on consomme le café, dans le sens où, pour accéder aux produits Nespresso, nous sommes obligés de passer par un magasin Nespresso. Donc, ils ont changé le processus par lequel nous consommons du café. Le Marketing Innovation, j'ai simplement pris Nike comme exemple, où nous pouvons justement nous baser sur les différentes campagnes marketing de la boîte américaine qui cherche justement à communiquer différemment avec ses consommateurs et essayer justement de générer de plus en plus de profits à travers ces campagnes publicitaires. Et pour finir, la variante que je préfère personnellement, la Business Model Innovation. Donc, j'ai pris comme exemple Netflix. Netflix, comme vous savez,
a totalement renversé le secteur du cinéma, dans le sens où c'est du streaming qui est en ligne, ça change totalement de tout ce qui est location de DVD, de Blu-ray, etc. Donc voilà. En conclusion, en fait, Innovation as an Output, c'est une perspective, c'est une approche qui est très tangible, et c'est d'ailleurs pour cela qu'en fait quasi toutes les recherches là jusque maintenant ont été faites avec cette approche, et que c'est la perspective la plus commune, disons. Ensuite, la deuxième approche, c'est le Innovation as a Process. Donc là, c'est complètement différent de l'Innovation as an Output, car on considère l'innovation en tant qu'un processus continu et évolutif, où justement l'innovation se fait à travers le temps grâce aux interactions avec différents acteurs. Nous avons notamment le cycle d'innovation de Kahn qui dit que justement une innovation passe par 3 étapes, donc qui est le discover, le develop and deliver. Donc au final, l'innovation est confronté à différents acteurs, à différents éléments qui font que justement ça s'améliore constamment, et que l'innovation ne se fait pas du jour au lendemain. Sinon, quelque chose de très, très important à noter, c'est la théorie évolutionniste de Rameyer. La théorie évolutionniste, en gros, c'est un petit peu, comment dire, la base de cette approche où Rameyer décrit le concept d'un paradigme technologique où l'innovation en fait se développe justement grâce à l'interaction entre différents acteurs et différents éléments. Et il y a de nombreux paradigmes qui découlent en fait de cette théorie, notamment le design thinking, le systems approach, ainsi que l'open innovation. La prochaine approche, c'est le innovation as a mindset. Donc, c'est considérer l'innovation en tant que mentalité à adopter par chacun. Donc, c'est quelque chose de très récent qui commence à se développer petit à petit. Il y a des concepts comme le cross-functional thinking, ainsi que le design thinking et le sustainable innovation. Donc, ce sont tous des approches où justement chaque partie prenante de l'organisation est priée de ramener une sorte d'input justement afin de générer l'innovation, où il y a une prise de décision qui est décentralisée. Et en fait, ça devient de plus en plus populaire avec le temps, car je pense on avait trouvé on avait trouvé avec Alexis que c'était quelque chose qui était très en vogue, avec les modes de gouvernance actuels qui deviennent de plus en plus décentralisés. Et donc voilà, c'est quelque chose qui augmente en popularité. Et la dernière approche, c'est donc le Innovation as a Policy. C'est considérer l'innovation en tant que stimulation politique de la part des autorités. Ici, nous avons 3 variantes différentes. Donc, le Invention-Oriented Policies, donc ça, c'est simplement tout ce qui est recherche et développement. C'était une variante qui était énormément utilisée juste après, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons comme exemple notamment la NASA, où il y avait les États-Unis qui investissaient énormément afin de découvrir plus à propos de l'espace. Le System Oriented Policies, en fait, c'est la variante la plus récente, où justement l'idée, c'est de faciliter l'interaction entre les différents acteurs. Et là, comme exemple, j'ai pris le European Space Agency, où les projets d'une vingtaine de pays européens sont coordonnés afin de justement essayer de générer une innovation qui est commune, qui est simplement partagée. Et la Mission Oriented Policies, ça c'est simplement en fait la recherche de ramener de nouvelles solutions aux défis qui sont à l'ordre du jour niveau politique. Là, j'ai pris comme exemple, par exemple, la COP21, qui est en fait une sorte de politique afin de répondre au réchauffement climatique. Malheureusement, ça n'a pas l'air les pays n'ont pas l'air de tenir leurs promesses, mais voilà, une variante de l'innovation as a policy, c'est simplement ce mission oriented policy, où justement les politiques essaient de ramener une solution au défi d'une manière ou d'une autre. Ok, donc en gros, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que l'innovation va de pair avec la nouveauté. Schumpeter a notamment construit les bases
de l'innovation avec son approche Innovation as an Output. Mais par la suite, donc, d'autres auteurs ont commencé à multiplier leurs travaux avec d'autres perspectives, d'autres approches, et justement confronter la théorie traditionnelle avec ces nouvelles théories, que ce soit les 3 autres approches que je vous ai décrites, ou bien simplement d'autres points de vue qui sont très intéressants. Ça a permis justement d'avoir des définitions qui sont enrichies. Et donc, nous avons très vite fait explorer les origines et l'évolution des théories sur l'innovation qui donnent lieu à des ramifications qui sont modernes. Donc, parmi les ramifications qui sont modernes, il y a notamment l'innovation frugale et la reverse innovation que nous allons commencer à aborder rapidement là maintenant. Et donc, l'innovation frugale, pour commencer, pour vous faire simple, l'innovation frugale, c'est simplement essayer de répondre à un besoin en utilisant le strict minimum. Donc, c'est la volonté de répondre à un besoin. Donc, je souligne vraiment ce mot, répondre à un besoin, parce que c'est quelque chose qui est central en fait dans l'innovation frugale, car on n'essaie pas justement de développer une nouvelle technologie, mais on essaie de trouver un moyen de justement satisfaire un besoin qui ne peut pas être satisfait à un moindre coût. C'est un concept qui est relativement récent, donc dans le sens où on a commencé à étudier le phénomène assez récemment. Ce type d'innovation a toujours existé, notamment en Inde, où on appelle justement le Jugaad Innovation, où on essaie de faire avec le moins de ressources en essayant de satisfaire le plus de personnes possible. Étant donné que c'est un concept récent, en fait, il y a une manque de définition compréhensive. Et donc, nous avons dû essayer de trouver une sorte de compromis avec Alexis, où on a pris comme définition celle proposée par Koechlin en 2019, comme vous pouvez voir en bas à gauche. Mais personnellement, je pense que l'innovation frugale peut être résumée avec la petite phrase, le 3e bullet point, donc « offer more value to the many with less resources ». C'est vraiment la base de l'innovation frugale. Je voudrais vous donner quelques exemples, comme ça vous avez une idée de ce qu'est une innovation frugale. Donc, parmi les photos, comme vous pouvez voir, là, il y a une petite voiture. Donc ça, c'est la Tata Nano. C'est une voiture indienne qui est en fait un projet indien. Le projet qui est donc de créer une voiture qui est ultra low cost, de sorte à ce que tout le monde puisse accéder à une voiture. Donc, de créer avec le moins de ressources afin de satisfaire le besoin de transport du plus de monde possible. Sinon, il y a l'électrocardiogramme qui a été développé par General Electric. Et en fait, pour l'histoire, si vous voulez, cette machine a été développée par General Electric, car en Inde, vu que l'infrastructure est pas si développée que ça, les villageois, surtout quand ils étaient malades, ne pouvaient pas vraiment se déplacer jusqu'à l'hôpital. Donc, ils se sont dit, OK, mais pourquoi est-ce qu'on ne ramènerait pas l'hôpital justement chez les patients? Et donc, ils ont développé ce produit avec les fonctionnalités les plus basiques qui, au final, a pu également trouver des consommateurs dans d'autres pays que l'Inde. Mais ça, je viendrai plus tard en parlant de la reverse innovation. Je vais également mentionner le Aravind Eye Care System. Donc, c'est quelque chose qui me frappe énormément. C'est donc en gros un réseau de centres d'ophtalmologie en Inde, de nouveau. Et leur objectif, en fait, c'est de justement soigner le plus de personnes possible à moindre coût. Et on sait très bien que l'ophtalmologie, ça coûte très, très cher, surtout dans les pays développés. Et en fait, Aravind, ce qu'ils ont fait, c'était donc essayer de produire localement de sorte à minimiser les coûts. Et je pense que là, actuellement, ils arrivent à faire tout ce que l'on fait en Europe ou bien dans les pays occidentaux à des prix ridiculement abordables. Et c'est un exemple qui est très, très impressionnant. OK. Donc, la reverse innovation. La reverse innovation n'a pas vraiment de définition, enfin, n'a pas vraiment de traduction là actuellement en français, mais ce qu'on pourrait dire, c'est simplement de l'innovation inverse. Et le concept là, en fait, c'est simplement que la reverse innovation, c'est une innovation en fait qui est transférée d'un pays en développement. Donc, l'idée, c'est que c'est une innovation qui est d'abord développée dans un
pays en développement dans un contexte assez spécifique, et ensuite qui est transféré donc dans un pays occidental ou bien dans un pays qui a un environnement socio-économique relativement similaire. Et ça va de pair, comme je vous le disais, en fait, les concepts se chevauchent. Ça va de pair, en fait, avec la frugal innovation, parce que le but, en fait, c'est de créer des produits simples et abordables et qui sont suffisamment bons, en fait, pour répondre aux besoins des segments qui n'ont pas vraiment les revenus afin d'accéder à des biens de luxe. Vous pouvez voir de nouveau sur le slide les définitions que nous avons prises pour notre mémoire avec Alexis. Je vais de nouveau vous donner quelques exemples afin que vous ayez vous fassiez une idée de ce que c'est la reverse innovation. Les exemples que je vais vous donner, c'est donc Huawei et Xiaomi. Comme vous savez, ce sont deux entreprises chinoises qui produisent des smartphones qui sont très performants. Mais ce qui est impressionnant, en fait, c'est que Huawei arrive à créer des GSM qui sont à 80% moins chers que leurs concurrents européens ou américains, parce qu'ils arrivent justement à exploiter cette idée d'offrir que des fonctionnalités basiques et simples et éviter justement d'avoir des fonctionnalités qui n'ajoutent pas énormément de valeur aux yeux du consommateur tout en restant super chères. Deuxième exemple, c'est la petite souris que vous voyez sur l'écran là. C'est la Logitech M215. L'idée qu'ils avaient Logitech, c'était donc de créer un produit qui avait donc les fonctionnalités de base et de mettre ce produit en vente en fait dans le pays en développement. Donc ils ont commencé par la Chine, l'Inde et des pays de l'Asie du Sud-Est. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce produit avait tellement de succès que ça pourrait plaire aussi à des segments qui sont sensibles au prix dans les pays occidentaux. Donc, ils ont décidé de vendre ces produits-là également dans les pays occidentaux et c'était un succès pour cette souris. Je pense qu'Alexis en a notamment une d'ailleurs. Et le dernier exemple, c'est donc la machine à ultrasons portative, pareillement que la machine à électrocardiodiagramme. L'idée, c'était donc d'aller chez les patients plutôt que le patient qui doit se déplacer jusqu'à l'hôpital. L'idée était donc d'essayer de diminuer les coûts un maximum en offrant les fonctionnalités les plus basiques. Alors, dans le secteur de la santé, en fait, il y a l'aspect ressources limitées de l'innovation frugale, mais il semble important quand même de préciser que malgré cet aspect ressources limitées, l'innovation frugale n'est pas forcément réservée aux pays en développement. Donc, c'est possible de créer de l'innovation frugale dans les pays développés. Et d'ailleurs, dans l'article d'Arshed, il affirme que dans le top 5 des pays les plus innovateurs en termes d'innovation frugale en santé, il y a 4 pays développés. Donc, dire que l'innovation frugale ne marchera pas en Belgique, c'est faux parce que ça marche dans d'autres pays. Et il y a une possibilité d'entretenir une mentalité frugale dans un pays développé. Il suffit de la nourrir en quelque sorte. Et dans son article également, Arshed en fait précise à quel point le rôle des entrepreneurs est important parce que c'est à travers les innovations de ces entrepreneurs que le système de santé commence à s'améliorer en quelque sorte. Un autre aspect à noter en fait, c'est que le secteur de la santé, un aspect très important, le secteur de la santé se concentre en fait sur une technologie. Donc, on essaie d'abord de trouver une technologie afin de l'adapter ensuite pour que ça puisse répondre à un besoin. Alors que l'idée de l'innovation frugale, donc, c'est d'essayer d'attaquer un besoin avant de justement trouver une technologie ou quoi. Donc, il y a du cross-functional thinking qui est donc essayer de voir quelle technologie on pourrait utiliser pour répondre à un besoin qui était inattendu en quelque sorte. Voilà, ça c'est quelque chose que nous avons comme problème dans notre pays et qui pose problème dans les pays développés également. Ok, donc en pratique, comment est-ce que nous avons fait avec Alexis pour justement essayer de voir si notre pays était ouvert aux innovations frugales et
et si on pouvait justement les transférer dans notre pays. Donc, les étapes sont citées là. On a d'abord, je vais simplement avancer dans les slides pour vous expliquer. Tout d'abord, nous avons dû sélectionner donc quelques innovations. Au total, je pense qu'on avait une quarantaine d'innovations. Et parmi ces quarantaines d'innovations, on a choisi environ 21 en tant que frugales que nous avons ensuite soumis à 2 panels différents qui, eux, devaient justement juger la frugalité en utilisant un outil, le FIH-ID, qui est un outil donc, qui permet d'évaluer la frugalité de chaque innovation. Les critères sont notamment l'affordability, l'adaptabilité et l'accessibility. Voilà, donc au final, on a soumis ces innovations en 2 panels différents. Donc un panel d'experts, dont notamment l'auteur de l'outil, et un autre panel d'experts qui était composé de 2 personnes qui s'y connaissent quand même dans le secteur de la santé. Ensuite, lorsque nous avons eu le retour de ces 2 panels, au final, je pense que nous avons eu au total 9 innovations qui ont été jugées comme frugales. Donc, on est passé à la deuxième étape de notre recherche, qui était donc essayer de déterminer la réversibilité de chaque innovation frugale. Et pour ce faire, en fait, nous avons recréé un autre panel dont M. Louiset en faisait partie, avec des experts belges de la santé, où nous avons justement soumis ces innovations et essayé de voir à travers 4 critères si les innovations étaient réversibles ou non. Et simultanément, en fait, nous avons également soumis ces innovations frugales à des entrepreneurs belges qui ont dû juger la désirabilité et la faisabilité de chaque innovation que nous avons soumis. Et en fait, notre idée, ce que je viens de vous expliquer, c'est donc l'étape 1, 2, 3 et 4. Et au final, nous avons pu déterminer donc quelles innovations étaient frugales, réversibles, qui avaient du potentiel commercial et qui pouvaient donc être transférables, ce qui nous a permis de répondre à notre première question de recherche. Et ensuite, avec ces résultats, en fait, on voulait les enrichir à travers des entretiens, dont un notamment réalisé avec M. Louiset, où nous avons justement essayé de découvrir quelles sont les raisons qui permettent à une innovation d'être transférable ou bien simplement de ne pas être transférable. Et au final, nous avons pu enrichir en fait nos résultats afin d'arriver à une conclusion. Et c'est tout pour ma partie. Et je laisse Alexis donc prendre je vais avancer le slide pour toi. C'est ça? Oui, merci beaucoup. Okay. Donc moi, je vais parcourir avec vous les résultats. Ça se divise en 2 parties. La première partie, on va aller assez rapidement. C'est la question logique de l'entrepreneur. Parmi les innovations qu'on a soumises, lesquelles auraient une place dans le marché? Premièrement, on a défini quelles sont les innovations frugales, et on peut passer le slide, je vais vous montrer les 9 innovations. Je vais ne pas trop parcourir les apports théoriques qu'on a pu faire, parce qu'on est plutôt ici pour vous montrer ce qu'on a pu trouver de manière pratique sur la Belgique. Mais les innovations qui sont soumises là, la plupart vont de pair, les noms sont assez parlants ainsi que les images. Peut-être un mot sur le WeChat Form. C'est un form avec une application de type Messenger ou WhatsApp qui a été utilisé lors du Covid, où les patients en Chine rentraient toutes leurs données en remplissant un formulaire sur leur médication, leur état de santé à l'heure actuelle, avant d'arriver à l'hôpital. Et donc, ça permet de prioriser, de permettre d'identifier les potentiels cas Covid, mais aussi de diminuer l'exposition de l'infirmier, l'équivalent de l'infirmier qu'on pourrait avoir dans un hôpital en Belgique, qui doit poser les questions pour donner un premier diagnostic. Donc ça a vraiment bien fonctionné, et ça a été publié dans pas mal d'articles et implémenté dans certains pays, malheureusement pas en Belgique, mais on le verra plus tard. Et l'autre innovation qui ici est une innovation allemande, le self-auscultation. Donc ça va être un outil qui va permettre de monitorer les activités pulmonaires et ainsi que cardiaques
mais le patient va pouvoir le monitorer lui-même. Donc, c'est à l'image d'une montre connectée. Ici, le patient se voit prescrire le device par un médecin et le médecin a accès à toute la donnée enregistrée, ce qui permet d'avoir de la donnée assez longue et ne pas attendre comme quand on va à l'hôpital pendant 24 heures et en espérant avoir un moment de crise et pouvoir le capturer. Donc voilà, les 9 innovations qu'on a trouvées, elles sont ici. Je vais aller brièvement sur l'étape suivante, qui a été de les soumettre au panel d'experts du secteur médical en Belgique. À nouveau, ici, on avait 4 critères qu'on vous a montré plus tôt. On a eu d'une part des données quantitatives, et là, ce qu'on peut en extraire, c'est une faible réceptivité de manière générale face à ces innovations, quelles qu'elles soient. Et d'autre part, on avait des commentaires qualitatifs et on a fait ce petit terme coloré en dessous. Et en fait, on a demandé aux experts, voilà, quelles sont les autres choses que vous considérez en évaluant une innovation et sa potentielle implémentation en Belgique. Ces termes sont ressortis énormément et je vais expliquer éventuellement ce qu'on entend par IT tropism. Ça va être en lien avec la capacité de se digitaliser à des institutions hospitalières et médicales. Une autre chose qui est ressortie pas mal, c'est le côté humain et le côté humain du secteur médical belge et qui posait des soucis dès qu'on voulait changer des choses, apporter un changement assez disruptif. Ça a mis déjà en lumière des choses qu'il fallait considérer quand on évaluait une innovation. Et ensuite, et enfin, entre guillemets, l'étape suivante, ça a été de le soumettre aux entrepreneurs. Là, il y a 2 choses à ressortir. Si tu peux passer la slide, écoute. Donc, les 64 entrepreneurs qui ont évalué, on a établi un podium d'innovation et je pense que ce qui ressort et qui est intéressant pour vous aujourd'hui, c'est que la téléconsultation, tant au niveau du potentiel de profit que de l'attractivité pour le patient et le docteur, est ressortie comme grand champion. Pas seulement dans le cadre du Covid, mais aussi en termes de performance. On a eu vraiment des bons retours sur la productivité que pouvait avoir un docteur et aussi également le confort que pouvait avoir un patient de pouvoir placer un rendez-vous avec plus de flexibilité. En termes de chiffres, ce qui nous a frappé, ça a été une forte corrélation négative entre la désirabilité et la faisabilité. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? C'est que la faisabilité, au plus une innovation est désirable, au plus il y a moyen de se faire du profit, au moins un entrepreneur va la considérer comme étant faisable, implémentable en Belgique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est ressorti et qui nous a fait ouvrir les yeux et poser des questions plus tard dans les interviews. En croisant les résultats, on a pu brièvement répondre à la première question qui était quelles sont les innovations implémentables en Belgique. Et donc, on a eu un malheureux gagnant, si je peux me permettre, qui a été le Noens. Pourquoi malheureux? Pourquoi malheureux? Parce que malgré le fait que c'était la seule innovation qui passait tous nos critères, c'est une innovation qui reste la plus basique et la moins spécifique au secteur médical, à savoir une petite ouverture de porte. Ça peut aller dans d'autres marchés, c'est pas forcément l'équivalent d'un électrocardiogramme. Donc, ce qu'on a réussi à montrer, c'est effectivement une innovation frugale peut avoir sa place dans le secteur médical belge. Malheureusement, ce qu'on n'a pas réussi à montrer, c'est une innovation frugale intrusive peut avoir sa place. Maintenant, si on move on sur la deuxième question de recherche qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une innovation frugale étrangère n'aurait pas sa place ou qu'est-ce qui va la bloquer à rentrer dans le secteur médical belge? Pour ça, la première chose qu'on a été voir, c'est une mise en contexte du secteur médical, tant au niveau mondial qu'au niveau belge. Et éventuellement, si on peut passer de point de vue mondial premièrement, il y a des challenges globaux grandissants qui impactent directement ou indirectement tous les systèmes de santé. On a le vieillissement de population généralisé qui implique une augmentation des dépenses de santé de la part de tous les pays,
Un chiffre frappant vis-à-vis de ça, c'est une augmentation globale de 17% entre 2000 et 2015. Et ce n'est pas à cause uniquement du vieillissement des personnes ou de l'augmentation de la population, mais c'est aussi du fait du progrès technologique et scientifique qui résulte en des soins de santé en fait plus chers. Et pour donner quelques critères plus sur la Belgique, je résumerai par le fait qu'il y a un paradoxe entre la perception que la population a de la qualité des soins et les performances actuelles, qui sont entre les faits, entre la perception de la population et entre les faits, ce qui est reporté. On a notamment un benchmark vis-à-vis de l'OCDE en termes de performance, où la Belgique est dans les pires dans le top 10 des plus mauvaises performances, On est également connu pour avoir beaucoup d'inefficience et de complexité institutionnelle qui impactent sur le secteur médical. On a cherché deux facteurs qui sortaient de la littérature en partant de ce contexte. Le premier, c'est un biais cognitif qui se résume, entre guillemets, à des préjugés en se disant, voilà, une innovation qui vient d'Inde ou qui vient de Malaisie ou de n'importe quel autre pays en voie de développement reçoit en fait des préjugés et de la part des pays développés. On a voulu démontrer que c'était le cas, parce qu'on s'attendait à trouver ça en lisant nos articles, mais on n'a pas du tout montré ça. La manière dont on l'a fait, c'est de diviser nos 64 entrepreneurs en deux panels de 32 entrepreneurs et de dire, voilà, pour ce set d'innovation, voici leur pays d'origine. Et dans le second formulaire, c'est de changer les pays et donc de manipuler, entre guillemets, la donnée. Et on n'a pas vu de résultats différents. Donc, c'est en quelque sorte une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en Belgique, éventuellement, les entrepreneurs, en tout cas les 64 sélectionnés, ne sont pas biaisés par l'origine d'une innovation. Mais plus tard, on s'est rendu compte que c'était du fait que toutes les innovations étrangères, qu'elles soient de pays en voie de développement ou pays développés, vont être confrontées au même problème en rentrant en Belgique, à savoir la complexité du cadre légal, la complexité institutionnelle et d'autres éléments. Mais je vais y revenir tout de suite. Le deuxième facteur qu'on a essayé d'analyser qui venait de la littérature, ça a été le cadre légal et les régulations. Il est reporté qu'effectivement, va être la chose la plus bloquante. Premièrement, ce qu'on a regardé, c'est l'alignement. Est-ce que les experts médicaux ont la même perception sur l'impact de la régulation sur une innovation que les entrepreneurs? Et les différences étaient assez similaires. Les résultats étaient assez similaires et les seules différences étaient sur l'aspect technologique. Ce que ça nous dit, c'est que les entrepreneurs avaient tendance à percevoir la faisabilité en dessous que des experts médicaux. Et donc, une piste d'amélioration, ce serait de mieux communiquer aux entrepreneurs, de leur dire voilà ce qui est possible et ce qui n'est pas possible et ce qu'il faut faire attention à. Car là, les entrepreneurs, sur certaines innovations, jugeaient qu'il n'était pas faisable de l'implémenter en Belgique, alors que selon des experts médicaux, si. Ensuite, l'impact sur la transférabilité. On a mesuré en quelle mesure la régulation pouvait diminuer la faisabilité. Là, ça n'a pas validé notre hypothèse. Par contre, les deux facteurs suivants qui ont validé notre hypothèse, c'est l'impact pour les entrepreneurs, étant donné qu'il y avait une grosse relation entre la régulation et le capital requis pour implémenter une innovation médicale en Belgique. En termes plus simples, ça veut dire que au plus la régulation va être complexe pour un certain type d'innovation, au plus un entrepreneur va devoir débourser. Et ce que ça dit sur la Belgique, c'est que ce n'est pas possible pour tout le monde d'avoir les ressources nécessaires pour innover dans des milieux plus régulés et des devices plus intrusifs. Et enfin, l'importance pour les experts médicaux, on l'a dit, il y a eu énormément de commentaires de leur part sur la régulation et sur les choses qu'il fallait considérer. Le dernier facteur et les facteurs auxquels on ne s'attendait pas à trouver, et ça c'est vraiment la plus grosse contribution de notre mémoire, ça va être d'un côté la complexité du contexte belge et le rôle du majeur de l'INAMI, et d'autre part le conservatisme structurel, et je vais expliquer ce qu'on entend par là. Premièrement, à gauche, la complexité du contexte belge, on a regardé en fait est-ce que la faisabilité, selon les entrepreneurs et selon les experts médicaux, est la même? Est-ce qu'ils perçoivent de la même manière? Et on s'est rendu compte que pour toutes les innovations, les entrepreneurs avaient tendance à dire que la faisabilité est vraiment moindre
comparé à ce que pensaient les experts médicaux. La complexité du framework légal, on va y revenir, et là vous voyez des choses assez frappantes, ce sont des citations de nos interviews. Et le deuxième point dans la complexité du contexte belge, c'est l'impact du remboursement et le pouvoir de l'INAMI. Alors ici, loin de nous l'idée de vouloir juger, c'est ce qui a été reporté, c'est que l'INAMI est en fait une administration qui a un pouvoir décisionnel sur quelle innovation va pouvoir rentrer sur le marché belge ou non. Et cette décision, elle se fait juste entre guillemets, pas en acceptant ou refusant le remboursement pour une innovation. Et on s'est rendu compte en échangeant avec les experts médicaux et des entrepreneurs que c'était vraiment une vraie crainte et qu'au plus on va proposer une solution disruptive qui va changer les habitudes, au moins on a de chances d'avoir un accord de remboursement. Et donc, au moins, une innovation qui pourrait transformer le secteur médical belge va avoir de chances d'apparaître sur le marché. Donc ça, c'était un résultat assez étonnant et une triste réalité relevée dans toutes nos interviews. La conséquence de cela, c'est que les personnes qu'on a interviewées nous ont dit, effectivement, ce qu'on voit et ce qu'on conseille, c'est qu'un entrepreneur, il aura plus facile à réussir à l'étranger qu'en Belgique. Alors, pour ce qu'on entend par conservatisme structurel, ça va être cette idée que la structure de remboursement, la structure et la complexité vont pousser au statu quo. En fait, la plus grande découverte chiffrée qu'on ait trouvée, c'est ce que vous voyez en bas à droite, ça va être les corrélations entre la nouveauté et le besoin qu'on a en Belgique, et qui est négativement corrélé avec la faisabilité en termes de capital et en termes de régulation. Pour mettre ça en termes assez crus, ce qu'on a trouvé, c'est qu'au plus une innovation va être nécessaire dans notre secteur et nouvelle, au moins elle aura de chances d'être reçue et au plus elle va coûter cher. Et donc ça nous a un peu frappé, on ne comprenait pas, et dans nos interviews, on nous a mentionné que, en effet, il y avait un grand coût au changement, que les institutions hospitalières n'étaient pas monitorées sur le niveau d'innovation qu'elles implémentaient, et d'autres raisons qu'on documente de manière plus précise dans notre mémoire. Je vois que le temps tourne et je vais vite passer aux deux suggestions brièvement qui sont ressorties. Donc, on restait en tout cas avant tout des étudiants, donc c'est pas notre intention de dire ce qu'il faut faire en termes de politique, mais notre background managérial et entrepreneurial nous fait dire que voilà, ça pourrait avoir une valeur ajoutée d'expérimenter plus de management et plus une approche à pouvoir mesurer la performance des hôpitaux des institutions de santé en termes de performance, en termes d'innovation. Ce qu'on entend par le dernier point de suivre les recommandations du HSPA, c'est un rapport qui mentionne depuis 2012 qu'il faut améliorer en termes de quantité de docteurs, en termes d'innovation, en termes de soins pour les personnes âgées. Ce sont toutes des recommandations où ça fait 8 ans qu'on voit qu'il faut améliorer cela, et elles n'ont pas été suivies. Et aujourd'hui, ce qui est reporté, c'est que la manière dont la crise a fait mal, entre guillemets, en Belgique, peut être partiellement expliquée par cela. Et la deuxième solution qu'on proposait, c'était plus un réseau d'entrepreneurs. Donc ça on aura l'occasion d'en discuter si vous le voulez, mais c'est une piste qu'on a explorée et qui a été sans retour, étant donné que un réseau d'entrepreneurs ne suffirait pas à implémenter un mindset frugal en Belgique. Ça, c'est ce qui a été trouvé à la fin de notre mémoire. Donc, en conclusion, l'innovation frugale, en Belgique, oui, ça existe. Oui, on a vu certaines choses, certaines approches. Le Covid a poussé vraiment à cela. Maintenant, est-ce que la Belgique est prête à recevoir de l'innovation frugale? Si ça ne vient pas d'elle, si ça ne va pas d'entrepreneurs belges, ça va être compliqué. Si ça vient de l'étranger, prouver qu'une innovation fonctionne à l'étranger, ça reste compliqué. Nos suggestions restent assez théoriques et notre mémoire reste assez théorique, bien qu'on ait essayé de le confronter à la réalité en récoltant l'avis d'entrepreneurs. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un bug a priori. On a perdu Alexis. Je vais peut-être inviter Erkut à reprendre le relais pour terminer la conclusion alors.
En conclusion, ce qu'on est arrivé, c'est que simplement, enfin, je pense que quelque chose que je pourrais peut-être ajouter là-dessus, c'est que à travers les entretiens, on avait vu que même si les entretiens proviennent de la Belgique, ben, il y a énormément de challenges à surmonter pour pouvoir justement implémenter l'innovation dans l'ensemble de la Belgique. Et en fait, ce qui est simplement triste et ce qui empêche de ce qu'on a pu découvrir avec notre étude, c'est qu'il y a un manque de mentalité frugale. Donc, on pense très souvent que dépenser plus, ça va nous ramener la meilleure solution et que justement, dépenser plus, ça permet d'avoir des résultats, alors que ça ne veut pas forcément dire la même chose. Et à travers nos entretiens, notamment, nous nous sommes rendus compte que si on a un produit, par exemple, pour 10 euros qui fait 80%, qui a par exemple 80% des capacités d'un produit qui est à 5 000 euros, on va clairement préférer le produit à 5 000 euros parce qu'on aura le 100%. Et en fait, au final, je pense que pour conclure, ce qu'on suggérait avec Alexis, c'était donc d'essayer de trouver un moyen justement pour nourrir cette mentalité frugale et essayer de ramener le changement via l'intérieur plutôt que d'attendre que le changement se passe d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je vois qu'il y a une petite question. Donc, Alexis, je le lis tout pour toi aussi. L'innovation en santé a besoin d'être appropriée, ownership par les acteurs de la santé et les patients, en les impliquant dans les choix ou pour l'adaptation de l'innovation en Belgique, n'est-il pas plus de chances qu'elle soit acceptée? Donc, effectivement, la question est intéressante. C'est vrai que est-ce que dans ce qui pose problème dans vos recherches, est-ce que c'est plutôt l'innovation frugale faite à l'extérieur et que c'est juste une importation, ou est-ce que c'est véritablement la frugalité qui pose problème? Puisque ici, derrière la question, il y a vraiment ce côté, bah, tiens, est-ce que si jamais à un moment on implique le personnel ou les acteurs de santé, hein, si on vise très large, le personnel, les patients et ainsi de suite, dans le processus, donc forcément il y aura une prise de position plutôt comme partie prenante, hein, ce fameux ownership au niveau de l'innovation. Est-ce que vous pensez que ça réglerait le souci et que ça permettrait que cette innovation frugale soit plus facilement acceptée? Je veux bien commencer à essayer de répondre. Tout d'abord, a priori, moi personnellement, je dirais que oui, parce que l'un des problèmes, en fait, c'est justement cette résistance au changement qui provient de la part des acteurs de la santé. Donc, je pense que c'était vous d'ailleurs, Monsieur Loisier, qui nous avait donné l'exemple ou bien un des interviewés qui nous avait donné l'exemple des remboursements, par exemple, qu'on va chez le kiné. On sait qu'on est remboursé jusqu'à 5 ou 6 séances, et donc même si on est guéri après 3 séances, mais on continue quand même à retourner chez notre kinésithérapeute afin de continuer à justement recevoir des soins de santé qui coûtent de l'argent à l'État et qui ne règlent pas forcément notre blessure ou quelque chose comme ça. Après, je pense que sur papier, ça peut marcher, mais justement, ce changement, il est très, très difficile à opérer parce que les nouvelles technologies, notamment enfin, on l'avait découvert notamment via notre deuxième entretien. Les nouvelles technologies, mais il faut donc que l'INAMI soit prêt à rembourser justement le traitement via cette nouvelle technologie, et qu'en plus de cela, les médecins soient prêts à accepter ce changement. Donc, il y a beaucoup de facteurs en fait à prendre en compte, et même si sur papier cela pourra fonctionner, selon moi, le changement requiert vraiment des efforts énormissimes qui doivent en fait se passer dans la mentalité des gens avant tout. Si Alexis, quelque chose à rajouter? Oui, là-dessus, je rajouterais aussi le fait que des entrepreneurs, ça prend du temps, tout prend du temps. L'adoption d'une innovation, ça a été mesuré dans la littérature, prenant en moyenne 17 ans. Entre le moment où une innovation est trouvée et une innovation où elle est adoptée, c'est 17 ans. En 17 ans, on a le temps de trouver pas mal de choses. Et un entrepreneur qui a des ressources pour quelques mois ne va pas forcément avoir
le temps de forcer le changement en termes de régulation et de faire en sorte que son innovation soit démontrée. Faire des études, c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est là que voilà, l'INAMI, là où elle va dire oui, ok, pour ce projet, non, ce projet, ça ne va pas, je ne te donne pas de subside pour cela, eh bien, c'est assez décisif et c'est quelque chose qui fait peur et qui fait peur aux entrepreneurs. Donc, voilà, je voulais juste rajouter ça. C'est là aussi que l'innovation frugale permet d'avoir du sens pour les entrepreneurs qui ont moins de ressources, c'est qu'on innove avec moins. Si un entrepreneur permet d'innover, permet de proposer quelque chose de supérieur en valeur, mais avec moins, c'est aussi plus accessible pour lui en termes de ressources requises. Oui, merci. C'est vrai qu'en Belgique, et de manière générale, on voit que l'innovation, surtout frugale, percole effectivement mieux dans des systèmes qui sont moins régulés que notre système à nous, après avec tous les défauts et les qualités d'une régulation, puisque forcément, qui dit régulation dit aussi que ce qui nous arrive sur le marché a une garantie tant bien que mal d'une meilleure efficacité, ou en tout cas de tests parfois un peu plus poussés que dans certains secteurs. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie question culturelle derrière la notion d'innovation frugale et puis justement d'ownership. Il nous reste encore quelques minutes pour des questions. Est-ce que quelqu'un a encore une question, que ce soit par vidéo en activant son micro ou bien par texte? Comme on n'est pas nombreux, je me permets de parler parce que je n'ai pas le courage de réécrire. Donc, en fait, je travaillais à la Fondation Rambaud-Douin et pourquoi est-ce que je me suis inscrite? Je ne savais pas du tout. Le titre m'avait inspirée parce que, bon, nous, on soutient l'innovation et enfin, il y a plein d'innovations qui est souvent un peu déconnectée avec les besoins du terrain. Mais l'innovation frugale, justement, dans une période où les soins de santé voilà, sont quand même en crise financière aussi, je me suis dit, il y a plein de potentiel. D'ailleurs, si je peux avoir certains de vos slides, ça pourrait m'intéresser dans des appels à projets pour certains critères, parce que pour nous, quand on soutient l'innovation, ça doit être accessible aux plus fragiles et aux personnes socio-économiquement moins favorisées. Mais ce que je vois aussi, parce qu'on vient de terminer tout un trajet autour de la technologie, parce que c'est que c'est tout notre système qui est en transition. Et c'est ça un peu le problème parfois, c'est qu'il faut trouver que tout s'emboîte et que ce changement avance. Évidemment, la crise a favorisé, par exemple, les téléconsultations, mais je veux dire, avant la crise a donné un boost à ce type de choses. Et je crois qu'il y a un potentiel immense pour l'innovation frugale, mais pour le moment, il y a eu quelques projets, des projets de soins intégrés qui ont essayé de faire entrer l'innovation et tout est lié au financement et il y a aussi le corporatisme des métiers. Il y a certains de vos projets où vous disiez de l'autodiagnostic, mais je veux dire, déjà, vous aurez pour certaines choses. Et donc, c'est tout un changement de mentalité et moi, je crois qu'il y a un momentum. Et donc, si vous avez terminé votre mémoire, mais je crois qu'il faut garder cette idée. Alors, je m'adresse aussi à la PACS. Moi, en tout cas, je vais la garder. On ne parle pas tellement en termes d'innovation frugale en santé, mais on en a besoin. Et ce n'est pas uniquement... vous avez aussi parlé des processus. Il y a par exemple, des organisations de soins à domicile qui sont en train d'essayer d'expérimenter des nouveautés au niveau des processus qui changent un peu les rôles de chacun, l'infirmière, l'aide à domicile, etc. Donc, à mon avis, il y a du potentiel et votre mémoire, il y a certains aspects qui pourront être utiles, en tout cas en ce qui me concerne, si un jour on lance des appels à projets. Donc, je voulais vous remercier parce qu'au début, je me suis dit, oui, dans quoi est-ce que je me lance? Toutes ces définitions de l'innovation, c'était un peu, mais au fur et à mesure que ça avançait, je me dis, mais c'est utile et ça va sûrement encore être employé quelque part. Donc, merci. Écoutez, merci à vous en tout cas pour ces commentaires. Je vais d'abord laisser Erkut et Alexis rebondir sur la question et puis compléter par après sur la notion plus belge et sur les éventuels appels à projets. Mais je vous laisse d'abord répondre. Écoutez, merci à vous. Cela me fait vraiment plaisir, je pense, à Alexis et à moi d'avoir ce genre de commentaires. Et justement, je pense que l'objectif de M. Louisier était d'essayer d'attirer l'attention justement sur ce sujet qui est tellement intéressant, mais qui reste un petit peu un point d'interrogation lorsque l'on se penche dessus
sans forcément avoir des connaissances. En ce qui concerne justement, vous avez mentionné le momentum que nous avons à travers cette crise où il y a une sorte de collaboration internationale qui a pu se créer, mais je ne sais pas si ça va continuer. C'est quelque chose que nous avons également mentionné en fait dans notre mémoire, notamment via l'Open Innovation en fait. L'idée, c'est que une des innovations que nous avons testées via nos panels, c'était les masques de protection faciale qui sont en fait imprimés en 3D. Et ça, en fait, c'était partagé par l'entreprise qui l'a entre guillemets, découvert, l'a partagé directement avec d'autres entreprises. Et le truc, c'est que justement, il ne faut pas que ce genre d'action reste rare, mais que cela devienne justement quelque chose de commun. Et quelque chose qu'un de mes profs à McGill disait, c'était qu'il ne faudra pas des copyrights, mais qu'il nous faudrait des rights to copy. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager afin qu'on puisse tacler les problèmes qui nous entourent, parce que les soins de santé, c'est quelque chose qui est universel. Nous sommes tous êtres humains et c'est important. Donc, je suis bien d'accord avec vous de continuer sur cette lancée, mais espérons que le changement va arriver d'une manière ou d'une autre en Belgique. Alexis, tu voulais compléter avant de conclure? Éventuellement deux choses là-dessus pour ce changement et cette lancée, c'est que on a eu beau se creuser les méninges pour trouver un moyen de forcer ce changement. C'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, on est sur de la négociation. On est vraiment sur que je pense que la politique se reflète un petit peu et le fonctionnement se reflète un petit peu sur de manière générale le compromis à la belge. Sauf que sur des secteurs pour la santé, cruciaux comme la santé, ça devrait être plus sur de la décision. Et ça, c'est plutôt mon avis personnel. Donc le fait qu'on négocie pour tout, ce qu'on entendait en entretien, c'est bah oui, si on veut imposer une nouvelle innovation, mais on va avoir tout le monde qui va monter au créneau et s'y opposer si ça change trop de choses. Et donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que l'innovation frugale, c'est un momentum, oui, mais c'est surtout indispensable. Quand on regarde les faits, quand on regarde les chiffres, les budgets qui doivent être coupés, le nombre de gaspillages en Belgique comme dans le monde, on n'aura pas les ressources pour continuer à dépenser des sommes astronomiques qui vont soit être gaspillées, soit d'aller dans des innovations qui vont être accessibles juste pour certaines personnes avec les revenus. Enfin voilà, on a vu des choses assez tristes, je vous avoue, ce mémoire n'a pas toujours été rose émotionnellement, mais je pense que l'innovation frugale, c'est une solution, mais c'est aussi... Ça a l'air intéressant, ça. Et donc, pour peut-être pour répondre de nouveau, si vous voulez nos slides ou même que ce soit notre mémoire, nous sommes prêts à partager. On l'a mis de manière, on l'a d'ailleurs déposé de manière ouverte sur la plateforme des mémoires quand on le rendait à l'UCL. Et donc, ça nous fait vraiment plaisir. Si vous voulez, je pourrais prendre contact avec vous via Monsieur Louiset. Donc, je vous enverrai nos slides ainsi que les slides de notre défense ainsi que le mémoire. Donc, je ferai le lien entre tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai remis mon adresse mail dedans. Je pense que pour conclure, vu qu'on atteint le timing qui est imparti à ces PAX Talk, il y a un vrai... alors cette crise, effectivement, a accéléré certaines choses, entre autres, par exemple, sur la téléconsultation. Mais en même temps, il faut faire attention avec les moments de crise. C'est qu'on pourrait voir ça, et l'analogie est intéressante, avec une avalanche. C'est-à-dire que la crise Covid, c'est une avalanche, les choses se mettent à bouger très très vite, c'est très fluide. Pendant l'avalanche, par exemple, la neige tombe, c'est vraiment très fluide, on peut nager dans une avalanche. Le gros risque après l'avalanche, c'est que tout se cristallise. Et il ne faudrait pas qu'à un moment, on cristallise aussi les défauts de la crise, ou bien qu'on se mette à revenir en arrière et en disant OK, maintenant on a eu l'avalanche, on va redamer la piste pour refaire comme avant. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important au niveau de la crise. Et pour terminer là-dessus, sur la note d'ouverture et positive, je pense effectivement qu'il y a moyen d'avancer en termes d'innovation frugale, et qu'au-delà des décideurs, des organisations comme la Fondation Roi Baudouin ou toutes des organisations qui vont soutenir
cette innovation ont un véritable rôle à jouer pour essayer d'aiguiller le système en le forçant. Alors, c'est un peu la carotte avec l'âne, hein, mais en forçant le système, en disant, ben voilà, nous, on met là, à un moment, un appel à projet, on dédie donc un certain budget. Ça permet en général, et on le voit régulièrement dans des systèmes très régulés, d'ouvrir le débat vers... Donc voilà, je vous remercie en tout cas tous pour la participation et plus particulièrement Erkut et Alexis pour leur présentation de leur mémoire. Je les remercie pour le travail qu'ils ont fait parce que c'était quelque chose d'aussi très innovant pour les soins de santé et donc c'était particulièrement intéressant. Et puis je vous invite à suivre les actualités de la PAX pour les prochains PAX Talk qui arriveront au fur et à mesure de l'année. Un tout grand merci à tous, une bonne soirée et prenez soin de vous.